Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Quai des Savoirs, au cœur de l'exposition Comme des moutons. Alors cette année, on s'intéresse à la question des foules et on s'intéresse notamment à la question des déplacements individuels et collectifs. Alors, individuels et collectifs, on pense tout de suite les bancs de poissons, les sardines, on pense les nuées d'oiseaux au-dessus de nos villes. Il y a aussi quand même beaucoup d'études qui sont menées sur les humains, et notamment sur la question de l'évacuation pour la sécurité, sur l'urbanisme, mais aussi sur des usages moins connus, qui sont l'optimisation ou les connaissances au niveau du sport. Alors, on est à Toulouse, on est en phase finale du top 14, donc on est obligé de parler du rugby, il n'y avait pas le choix, ça tombe bien. On a Christiane Pascaretta qui est avec nous aujourd'hui, qui est maître de conférence au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse, et qui va nous parler de science, de data et de rugby. Christiane, à toi. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, normalement, on va démarrer pas avec le rugby. On démarre avec les animaux. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que disait Marina. Et en effet, les déplacements collectifs, c'est quelque chose qu'on connaît chez les animaux. En sortant d'ici, si on se balade sur le pont à Toulouse, on peut voir des oiseaux en train de montrer des patterns, des figures collectives assez complexes. On les connaît, on les voit quand on voit les oiseaux migratoires, on les voit sur les pistes des fourmis. Peut-être on ne les connaît pas, on les lit dans la Bible, quelque chose comme ça, sur cette locuste qui arrive tous ensemble avec une direction précise. C'est difficile à voir clairement, mais ça existe. Les comportements collectifs, on les a aussi chez les poissons. Si on regarde bien cette image, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que oui, on sait que ce groupe d'individus est fait par des individus différents. Mais en le regardant, on a l'impression qu'en fait, c'est un seul individu, qui se comporte comme un seul individu. Ce type de comportement, ça a évolué avec le temps. Vous voyez, il peut être utilisé pour chercher de la nourriture, mais il peut être aussi utilisé pour échapper à un prédateur. Il peut être utilisé justement comme parade, sans forcément aucun contexte précis. Mais en réalité, ce groupe qui se comporte tout ensemble, il peut arriver à le faire grâce à des interactions locales qui ont lieu entre un nombre d'individus très restreint. Il y a plusieurs modèles qui nous racontent comment les déplacements collectifs puissent émerger, mais il y en a certains, et en général un peu tous, mais il y en a certains comme le modèle du banc des poissons, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce qu'à Toulouse a été étudié beaucoup par mes collègues de l'équipe Collective Animal Behavior du CRCA. C'est un modèle qui prend en considération un choix fait par un individu, un poisson. Regardez le poisson A. Cet individu, quand il rencontre dans son champ visuel des autres individus de la même espèce, ou des autres poissons, il cherche de faire deux choses principalement. Il cherche de s'aligner au poisson qui est à côté, et il cherche aussi de se rapprocher à un poisson qui est trop loin. Au même moment, cette règle d'attraction, elle fonctionne aussi à l'inverse. Il cherche aussi de rester à une certaine distance de lui pour ne pas finir dedans. Donc en effet, avec deux simples règles de comportement individuel adaptées dans un milieu chaotique comme peut être un groupe, on arrive, en insérant ces règles dans un simulateur, dans un ordinateur, à simuler les mêmes mouvements des groupes qu'on observe en nature. En particulier, on a aussi découvert, et ça a été découvert par les chercheurs, que l'individu, si vous voyez cette figure à droite, l'individu, on voit son champ visuel, on sait qu'il peut voir certains de cet individu, et on sait aussi qu'il peut voir des autres qui n'ont aucune influence sur son comportement. Donc, en effet, l'information utilisée pour se déplacer est très locale. Et à travers ces simples interactions, on construit le mouvement collectif. Quand on étudie ce type de modèle, les individus, les poissons, sont traités comme homogènes. Ça veut dire qu'on peut faire semblant qu'un poisson est exactement égal à l'autre. Et quand on lance notre modélisation, effectivement, on repère de toute façon ce comportement collectif que je vous ai montré dans cette image. On peut le reproduire à l'ordinateur avec des faux agents, en utilisant juste des règles de déplacement. La même chose, ce n'est pas vrai chez l'humain en conditions sportives. Dans le sens que dès qu'on travaille
sur des données de déplacement en sport, oui, c'est vrai, en regardant, vous voyez ici, vous voyez à gauche les trajectoires d'une équipe de rugby qui est en train d'avancer vers le but adverse. Cette trajectoire, il y a une action particulière, mais on peut voir ce type de représentation sous plusieurs actions. On a des comportements qui peuvent rassembler, par exemple, de certaines parties du groupe, à des comportements qu'on observe en nature chez les animaux. Et les chercheurs ils ont commencé à se demander est-ce qu'on peut modéliser les comportements des joueurs de rugby en utilisant ces petites règles d'alignement et attraction, comme on le fait chez les animaux. En sachant que la différence principale, qu'un joueur de rugby, il n'est pas tout à fait un poisson. Et ça, ce n'est pas anodin, il faut bien le souligner, on est d'accord, mais un être humain, ce n'est pas qu'un poisson. Donc, dans des conditions particulières, comme une condition de match de rugby, on a plusieurs informations qui sont utilisées par les joueurs pour choisir de quel côté aller. Ce n'est pas juste s'aligner avec mon voisin, comme par exemple, vous voyez ces deux joueurs en haut, en orange, ils vont dans la même direction, probablement en vitesse très similaire, donc ils sont très coordonnés, ils sont alignés, ils restent à une distance tout à fait pareille entre eux, donc vous pourrez dire, bah oui, là ça marche pour ces deux, l'alignement et l'attraction. Mais en effet, la raison pour laquelle ils le font, ce n'est pas exclusivement parce qu'ils repèrent des informations sur le comportement et mouvement de l'autre, mais c'est aussi parce qu'ils ont une stratégie qui a été en quelque manière donnée au début du match ou pendant les entraînements. Donc, en effet, il y a quelqu'un qui propose certains types de mouvements bien précis. Et il y a aussi que ces deux individus, ils sont en train de, en quelque manière, accomplir la même tâche. Dans un banc de poissons, il n'y a pas de tâches. On se déplace. Mais dans d'autres animaux, on sait qu'il existe des tâches et une fois qu'on est en train d'expérimenter la même tâche, ça nous permet d'être relativement proches, se coordonner et faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, typiquement, si on veut le résumer, on a ici 8 fourmis. L'expérience, c'est les fourmis rencontrent un cookie, ils doivent l'amener chez eux dans la fourmilière. Pour amener ce cookie, le cookie il est très lourd. 8 fourmis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se mettent pas tous d'un même côté à pousser. Il y en a 4 qui poussent, les pousseurs, et 4 qui tirent. Donc, ils ont des tâches différentes. La tâche générale, c'est la même, mais ils ont des comportements différents. Et comment ils font à le faire? Simplement parce que les individus qui sont très proches entre eux, en fait, ils s'influencent. Pour pouvoir coopérer, pour pouvoir se coordonner, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut être au même endroit, au même moment, et il faut pouvoir communiquer. Donc, les joueurs de rugby, en effet, ils sont très divers. Donc, modéliser les déplacements d'un match, dans un team de rugby, des joueurs, ce n'est pas du tout la même chose. C'est très compliqué parce qu'il faut prendre en compte cette hétérogénéité individuelle. Hétérogénéité que dans les rugby, on connaît. On a déjà des hétérogénéités de postes. Par exemple, il y a des individus qui jouent un poste particulier, qui donc ils ont une tâche différente d'autres postes, mais il y a aussi des joueurs différents au même poste. Et cette hétérogénéité, nous, on doit pouvoir la quantifier pour pouvoir l'intégrer dans des modèles de déplacement collectif. Un autre aspect très important du rugby par rapport au déplacement des poissons, c'est qu'on a des regroupements de joueurs qui sont en train de faire la même tâche, et on a des regroupements de joueurs qui en font une autre. Donc, en effet, cette règle des interactions locales, à niveau d'alignement ou à niveau de cohésion entre les joueurs, ils peuvent peut-être être appliqués à niveau des sous-groupes, mais pas à niveau du groupe entier. Et donc, en effet, les individus commencent à s'influencer. Alors ici, c'est particulier, c'est une sortie des touches, Stade Toulousain en 2018. Donc, vous voyez le talonneur, il est là sur la ligne, il lance la balle. Après, il commence à courir. Les trajectoires, ils représentent le déplacement
le vrai déplacement du joueur sur le terrain. Il y a un début avec un losange à gauche et il y a une fin. Ah, ça tombe bien. Le bleu, en effet, ce jour-là, il a mis un essai. Or, le bleu, c'est l'individu à l'arrière. On connaît, c'est le numéro 15. La balle est sortie des touches. Elle est sautée de main en main. On ne sait pas où. Dans cette image, on ne sait pas où. On n'a pas la balle dans cette image. Elle est sautée de main en main jusqu'à prendre, on peut dire, le joueur qui a acquis une grande vitesse et qui a amené la balle jusqu'au bout. Ce joueur bleu, il était coordonné avec d'autres joueurs, en particulier le vert. Et donc, c'est là qu'on commence à voir cette sous-groupe de coordination qui ont lieu dans des matchs de rugby ou dans des matchs d'autres sports collectifs et qui n'ont pas forcément lieu chez les animaux. Alors, justement, comment on obtient une donnée de déplacement? On peut avoir une vidéo d'animaux qui bougent, des drosophiles. On peut les traquer avec un système de tracking et on peut derrière sortir ce qu'on appelle les trajectoires. On ne peut pas le faire en sport pour plusieurs raisons. En rugby, un système de tracking, il est capable de traquer un individu, il est capable de traquer un autre, mais dès qu'un individu va sur l'autre, c'est fini. On perd le tracking. Donc, qu'est-ce qu'on utilise en rugby? Heureusement, aujourd'hui, dans le rugby professionnel, on utilise ce qu'on appelle des GPS, des systèmes de positionnement qui sont connectés au satellite et qui nous redonnent une donnée très fiable aujourd'hui, moins il y a quelques années. Cette donnée, on reçoit la donnée 10 fois par seconde. Donc, ça veut dire qu'on a une énorme quantité de données. Et si on prend ces données dans une saison entière, sur plusieurs équipes, vous commencez à comprendre qu'on peut, en quelque manière, utiliser la donnée pour, non pas que calculer leur trajectoire des joueurs, mais aussi pour estimer qu'est-ce que ces joueurs sont en train de faire. Alors, c'est particulier le concept du rugby. Je veux retourner un moment sur les animaux. Quand on a une idée, quand on a un modèle dans la tête, on dit « Ah oui, alors moi je pense que si cet animal il va à gauche, l'autre le suive. » Qu'est-ce que je fais? Je peux construire une expérience en laboratoire, prendre les animaux, les mettre dedans, les traquer une fois, 2 fois. Je peux changer le nombre d'animaux que je mets avec, toute seule, à 2, à 5, à 10. On ne peut pas le faire en rugby. On ne peut pas le faire avec un être humain qui est en train de jouer un sport dans lequel, ce jour-là, peut-être il est en train de se jouer le championnat. On ne peut pas répéter ce match-là. Donc, en effet, on ne peut pas tester des hypothèses. On appelle ça, comme on appelle en recherche, c'est une approche par hypothèse, approche expérimentale par hypothèse. On ne peut pas le faire. Donc, on passe par des approches qui s'appellent approches drivées par les data. Qu'est-ce que ça fonctionne? Très simplement, on a besoin de beaucoup de données. Si on a beaucoup de données, statistiquement, on peut commencer à étudier la performance des joueurs. Alors, tout à l'heure, je vous ai menti quand je vous dis on n'a pas les ballons. Les ballons, on peut l'avoir. Alors, il y a différentes façons de l'avoir. Il y en a une qui n'est pas forcément utilisée. Ça veut dire qu'il existe des ballons connectés, des ballons qui ont un GPS à l'intérieur. Problème, sont très chers. Donc, typiquement, pour tout ce que c'est l'entraînement, le ballon, on ne l'utilise pas, parce que si on le perd, c'est trop cher. Et en match aussi, quand même, c'est une donnée particulière, parce qu'à qui appartient la donnée du ballon? Parce que la donnée du GPS, dans ce cas, c'est Colomiers, je peux le dire, parce qu'il n'y a pas écrit ni le jour, ni les adversaires, ni l'action. La donnée appartient à Colomiers. Colomiers crée un contrat avec nous pour travailler sur un certain nombre de données. Il nous permet de les utiliser. Mais le ballon, il appartient à personne. Il peut être à Colomiers en attaque et il peut être à l'autre et pas à Colomiers en défense. Je veux dire, ce n'est pas à Colomiers la data, ce n'est pas à Colomiers. Et comme vous pouvez voir, clairement, vous dites « Ah, c'est sympa ce match de rugby, il joue 15 contre personne. C'est sympa. » Mais non. Effectivement, il y a les autres 15, mais la donnée, elle est où? On n'a pas accès à cette donnée-là. Donc, une autre difficulté, c'est avoir plusieurs équipes en contrat avec toi pour pouvoir obtenir leurs données.
Alors, ce qui implique des problématiques, des conflits d'intérêts, évidemment. Il y a des façons d'arriver à ce type de données à travers la fédération de rugby. Ça veut dire si, avec des projets scientifiques qui ne sont pas forcément sur je te montre comment tu pourrais intégrer des données qui puissent t'aider en quelque manière à gagner le match, si on ne dit pas ça, on dit on a besoin effectivement d'un certain nombre de données pour évaluer exclusivement à niveau des recherches, des bases, les coordinations entre les joueurs. On n'est pas intéressé à la performance, on est intéressé à la coordination. Et bien dans ces cas-là, les projets de recherche plus amples, ils peuvent être utilisés pour étudier cette partie de coordination. Comment on fait avoir les ballons? Les équipes de rugby, aujourd'hui, ils collectent de la donnée. Ils la collectent pendant le match. Donc, ils ont tout derrière un grand nombre on appelle data analysts, qui pendant le match, ils sont en train d'insérer des données en live, en appuyant sur des boutons, qui a le ballon, qui le passe, qui a pris le contact, qui a fait le rock, qui a perdu le rock. Est-ce qu'on est en mêlée? Est-ce que la mêlée, on l'a perdue, on l'a gagnée? Tout ce type de données est codé pendant le match. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'appuie sur un bouton, sur un file Excel, il nous arrive le temps exact à laquelle la passe a eu lieu. Si une passe a eu lieu, et on connaît le temps, on peut le mettre en relation avec le temps qu'on a sur le GPS, et donc on sait qui a la balle au moment de la passe. Et on sait que s'il n'y a pas eu notre passe, c'est lui qui portait le ballon avec lui. Donc c'est comme ça qu'on obtient les ballons. On met ensemble des données qui viennent du terrain, avec une analyse de la partie GPS, on les met ensemble, et on a l'analyse du ballon. Et on a les déplacements du ballon. Or, en rugby, vous savez un peu qu'est-ce que... Je pense que vous le connaissez très bien, mais les succès à rugby, oui, c'est gagner un match, mais ce n'est pas que. Pour gagner un match, en fait, le ballon, il doit avancer. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en anglais un proxy? En français, je ne sais pas comment on peut traduire proxy. Ça veut dire que c'est une mesure qui, en quelque manière, c'est une mesure qui peut indiquer qu'est-ce que c'est un succès. On utilise comme proxy du succès l'avancement du ballon. Et donc, si on a les ballons dans les actions d'attaque, effectivement, derrière, on peut se demander qu'est-ce qui a eu lieu pendant l'action qui nous a permis d'avancer ce ballon. Qu'est-ce qui a eu lieu, si on revient aux poissons, qu'est-ce qui a eu lieu, ça nous intéresse, comment ils se sont coordonnés les joueurs pour pouvoir réussir dans une tâche, et est-ce que leur coordination a effectivement influencé ou nous a amené à un avancement du ballon. On sait que, vous savez qu'est-ce que c'est un pôle nord, pôle sud, le fait qu'on est sur à niveau magnétique, on est sur une polarisation. Ça veut dire qu'il y a une espèce de vecteur qui nous donne une indication, une indication assez claire de où on est et où on peut aller. En partie négative, positive. On peut définir polarisation en général. Est-ce que deux joueurs qui sont alignés sur la même direction, avec une même vitesse, est-ce que ces deux joueurs sont-ils polarisés? Effectivement, la polarisation, c'est une mesure de cette différence en angle de déplacement entre deux joueurs. Et cette mesure nous permet, de quelque manière, de quantifier leur coordination vers une direction. Cette polarisation, c'est ce qu'on utilise chez les animaux et chez les déplacements de n'importe quel agent, qu'il soit humain, qu'il soit robotique, qu'il soit animal. C'est une mesure qui nous permet d'évaluer si un certain nombre d'agents vont dans la même direction, si un certain nombre d'agents, certains d'entre eux vont dans la même direction et quelqu'un pas, aussi c'est juste qui va à droite et qui va à gauche. Donc les intérêts ici, c'est de voir si cette partie, donc la partie de la coordination au niveau des vitesses et directions, est liée
au succès. Et pour revenir au poisson, alors là, on passe un peu plus complexe, mais je vais vous l'expliquer, ce n'est pas compliqué, je pense. Chez les poissons, on avait deux règles, les alignements et l'attraction. L'attraction, en fait, on peut la transformer en mot de cohésion, dispersion. Plus on est dispersé, plus on veut se rapprocher dans la tête d'un poisson. Ici, à gauche, vous voyez, sous les premières deux, on peut les appeler ces quatre carrés, on peut les appeler carré numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et dans le carré numéro 1, on a, en rouge, les directions principales prises par ce qu'on appelle le pack. Ça veut dire, en rugby, on a les avants et les arrières principalement. Les avants, c'est des individus qui ont un certain type de rôle et qui sont censés être ensemble, bouger ensemble, faire les choses ensemble. Les arrières, c'est des individus ils occupent partie différente du terrain, ils ont des autres rôles complètement différents. Vous voyez qu'est-ce qui se passe aux avants, donc la première en haut à gauche. Les avants en attaque, on est en attaque, en première haut à gauche, ils sont fortement polarisés vers les deux gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. En fait, quand on va vers le haut, c'est la partie gauche du terrain. Quand on va vers le bas de la figure, c'est la partie droite du terrain. Quand on va vers l'avant, c'est l'avant, et l'arrière, c'est l'arrière. Donc, en attaque, ils sont... alors, plus, vous voyez, il y a un centre noir autour. Après, il y a tous des cercles autour. Plus on s'éloigne de ce centre noir, donc plus on est à la bordure du dernier cercle, plus on est polarisé. Qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est que le pack, il se polarise en façon moyenne, tout le temps à gauche à droite quand il y a une attaque. Mais regardez quand il est en défense. Vous voyez ces couleurs qui s'éloignent du centre, ça veut dire que la polarisation augmente. Quand ils sont en défense, ils sont énormément polarisés. Donc c'est intéressant, parce que tu aurais dit, on parle de polarisation, de direction, je me dirais, quand on est en attaque, on se polarise. Non, on se polarise en défense. En attaque, peut-être, on peut penser d'avoir d'autres stratégies qui peuvent émerger pendant le jeu lui-même. Et en bas, on a qu'est-ce qui se passe plutôt pour les arrières, où on voit qu'effectivement, c'est un peu plus chaotique, parce que comme on sait, les arrières, ils ont des rôles complètement différents. Une des choses qu'on fait aussi, c'est d'évaluer les distances à lesquelles les joueurs se trouvent sur le terrain. Et ça, c'est assez important, parce qu'en quelque manière, ça nous dit quel cluster, quel sous-groupe des joueurs on doit étudier en façon prioritaire pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça, on appelle carte des chaleurs, des cartes comme celle-là. Ouais, carte des chaleurs, oui, parce qu'il y a des moments rouges, chaleur. Et bleu fait froid, noir, glacé. Carte des chaleurs, quand c'est blanc, vers le jaune-blanc, ça veut dire que souvent, ce pixel-là a lieu. Donc, ça veut dire que pendant une saison entière, on repère que le joueur numéro 10, vous le voyez, c'est représenté en haut à gauche, il est souvent très proche de 12 et souvent à une distance entre 5 et 7 mètres. Intéressant, c'est qu'à côté du joueur numéro 10, il n'y a pas que le 12, mais il y a aussi le 13. Le 13, il n'est pas très proche du 10, il est plutôt à des distances qui vont autour des 12-14 mètres, souvent, mais il est quand même proche. Si on doit dire 13, qui tu choisis, avec qui tu veux être à côté? Eh bien là, il te dit, regarde-moi, moi je veux être à côté du 12, fort, et aussi du 10 quand même. J'aime bien être à côté de ces deux-là. Or que le 10, non, je ne m'intéresse pas au 13, moi. C'est moi qui m'intéresse au 13. Donc, regardez ce type de carte, ça nous donne aussi une idée des stratégies qu'il y a derrière certains postes, même si on ne connaît pas forcément le jeu du rugby. C'est des quantifications, hein. On ne dit rien. Si on parle ça, c'est un entraîneur ou un joueur de rugby le sait déjà. Mais il ne le quantifie pas. C'est ça un peu la différence. Et pourquoi nous, on veut le quantifier? C'est parce qu'on aimerait, en quelque manière, apporter
de l'analyse quantitative sur les données récoltées sur le terrain qui puisse être utilisée par les entraîneurs dans leur choix et qui peut être utilisée aussi dans les entraînements avec les joueurs. Donc ici, c'est notre graphique un peu particulier, mais j'aime bien vous le raconter, comme ça on fait un peu de graphiques, un peu de statistiques. À gauche, il y a ce qu'on appelle la polarisation. Une polarisation très élevée, des 1, ça veut dire qu'on est tous polarisés. Voyez cette action, c'est une action particulière. On a obtenu la polarisation de cette action, on a obtenu comment les joueurs ils se dispersent, et on a obtenu les succès. Les succès, c'est de combien de mètres le ballon a avancé. Dans cette action très particulière, après, s'il y a des experts de rugby, j'aimerais bien si vous arrivez à comprendre quel type d'action c'est sympa. Je pense que vous la trouvez de suite. J'ai trouvé une action très triviale. Les joueurs, ils se polarisent vite fait après un certain temps. Là, ils restent polarisés longtemps. Ils se dispersent. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se dispersent? Peut-être qu'à niveau de vitesse, quelqu'un va plus vite que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'ils vont dans la direction, mais quelqu'un va plus vite que quelqu'un d'autre. Et à un moment, tout s'est bloqué, la polarisation se bloque, tout le monde va part à droite à gauche, il n'y a plus de polarisation. Le ballon, vous voyez comment il monte, ça veut dire que le ballon, il fait des mètres, donc avance, mais beaucoup. Regardez, il va de 0, il fait 70 mètres d'un coup. C'est une belle action, ça va vite. Qu'est-ce que c'est ça? Un coup au pied. Or, ce type, c'était très simple, je comprends que on ne trouve pas grand-chose, mais en partant d'ici, on peut faire la même chose pour toutes sortes d'actions. Toutes sortes d'actions. Il peut être analysé de cette manière-là. Là, je veux revenir à quelque chose de plus basilaire. Donc, je vous ai expliqué que nous, pour obtenir cette donnée, on a besoin des contrats avec les équipes. Les équipes, elles nous disent, merci, tu nous montres des joueurs qui bougent, tu me montres un ballon, tu me montres cette polarisation, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Eh bien, donc, en effet, en retour, nous, on travaille avec les équipes, on travaille avec les étudiants de STAPS en master et en doctorat qui intègrent les équipes de rugby sur la performance. Donc, on s'éloigne un peu de la partie comportement collectif, mais on essaye d'évaluer la performance d'une équipe en utilisant la data. Et on le fait en deux façons particulières. Une, on travaille sur ce qu'on appelle des indicateurs de performance d'un match. Typiquement, s'il y a une touche d'une équipe adverse et mon équipe intercepte la touche, ça c'est une touche gagnée. On l'a pris, on l'a gagné et on peut bloquer l'équipe adverse, même nous on peut commencer. Donc ça c'est des indicateurs positifs de performance. Si par contre la touche, quelqu'un me vole une touche ou je perds une mêlée, ça c'est un indicateur négatif. Et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé sur cet indicateur-là et comment on l'utilise aujourd'hui. De l'autre côté, comme je vous ai expliqué, les poissons sont tous les mêmes, les êtres humains non, les rugbymen non, on a des postes, on a des différences. Donc notre but, c'est de profiler, donc construire un profil force-vitesse. Pourquoi force-vitesse? Parce que en rugby, la force et la vitesse, c'est les deux, et l'endurance aussi, mais surtout la force et la vitesse, c'est deux paramètres physiques fondamentaux. On cherche des profils, donc de donner un profil, une carte joueur, qui puisse être, dans un futur, implémentée dans ces modèles de comportement collectif, en transformant l'homogénéité du poisson dans une hétérogénéité humaine. Alors, si on s'arrête aux premières, qu'est-ce qu'on fait? J'arrive. Vous n'avez pas peur. Aujourd'hui, il y a des entreprises. En France, AIA, en étranger, Opta, mais même en France, il y a Opta aussi. Il y a des entreprises qui collectent la donnée pendant tous les matchs de la Pro D2, Top 14, Super Rugby. Et cette donnée qui est collectée, c'est des données de nombre de rocks gagnés, nombre de rocks perdus, nombre de touches. Donc, c'est des indicateurs de performance. On a ce type de données. Alors, les clubs, ils payent entre 5 et 10 000 euros à peu près, je ne connais pas les prix précis, par an, pour avoir cette donnée sur eux. Donc, imaginez cette donnée. On a 100 indicateurs, ou plus de 100 indicateurs de performance par équipe, pour toutes les équipes, pour toutes les saisons, pour tous les championnats du monde. Ça veut dire, toi, qui étais un entraîneur, tu arrives, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Je fais quoi? C'est des numéros. Je ne peux rien faire avec. Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va les prendre, on va les mettre dans un système de machine learning qui en français s'appelle apprentissage profond, que c'est des statistiques.
très large qui nous permet, en quelque manière, de ressortir lesquels de ces indicateurs sont les plus intéressants. Mais pas dans les rugby en général. Ils sont les plus intéressants dans un match donné, par exemple. Ici, vous avez un match précis qui a eu lieu en top 14, je ne me rappelle plus si c'était pour des deux celui-là, un match dans lequel on est capable d'évaluer lesquels, ici à gauche vous avez, bon c'est écrit en anglais, mais vous avez un certain nombre d'indicateurs de performance, et le modèle il est capable de nous dire lequel de cet indicateur de performance a joué un rôle positif, rouge vers la droite, ou négatif pendant le match. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a bien fait ou mal fait hier en match. Ce modèle, il s'entraîne sur des données qu'on appelle données d'entraînement. Ça veut dire qu'il y a tous ces indicateurs de performance, il y a une dernière colonne qui nous dit est-ce qu'on a gagné ou perdu. Le modèle, il s'entraîne sur cette donnée-là. Après, on lui enlève la colonne est-ce qu'on a gagné ou perdu, et on lui dit teste, qu'est-ce que ton entraînement, sur un nouveau jeu de données. Et dis-moi si on gagne ou perd. Après, on prend la colonne estimée par l'ordinateur, on prend la colonne réelle, on les sovrepose, et on voit que les 87% des matchs sont bien prédits par le modèle. Donc il est capable, si on va jouer, on ne va pas jouer, mais on pourrait jouer. Alors, ça sert à quoi? Tu dis, merci Chris, tu nous racontes cette histoire. Oui, non, ça c'est un instrument qui peut être utilisé par le staff technique après match pour savoir qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce qu'on a bien fait. Typiquement, on s'intéresse à qu'est-ce qu'on a mal fait pour s'améliorer. Et donc, ça peut permettre aux analystes vidéo d'aller récupérer exclusivement les actions. Dans ce cas, par exemple, il y en a 12, vous voyez, away number clearance kick, c'est moins de 0,04. C'est moins, donc c'est mal fait. Il y a 12 actions dans 12 séquences de ce type d'indicateur de performance qu'on peut aller analyser tout de suite, vite fait, les jours après le match. Et pas que. Le même type de modèle est capable de prendre une équipe au hasard, une équipe B, évaluer les 15 matchs qu'il a fait dernièrement, et nous donner à nous, équipe K, qui demain on va la rencontrer, ses points forts, si on est à 0, de 0 vers le positif, ses points forts et ses points faibles. Donc ça peut donner aussi des indications dans la préparation d'un match. Il est publié cet article, donc il peut être utilisé par tout le monde, les résultats. Clairement, la partie machine learning, elle est un peu plus complexe, mais il est publié. La difficulté de ce type d'analyse, c'est comment on les passe aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, aux joueurs. Je vous l'expliquerai après comment on le fait. Je me ferme juste sur une dernière graphique qu'on fait chez nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire profiler un joueur? Comment on fait savoir la performance, comment on fait connaître une performance physique d'un joueur? Typiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests. Le club, il prend des joueurs, ils font beaucoup de tests. Tests de vitesse, de sprint, de force. Mais imaginez une équipe de rugby comme Colomiers, ils sont 49 joueurs. Les faire passer tous par un test, ça veut dire enlever des joueurs à l'entraînement quotidien. On ne peut pas le faire tout le temps. Il y a des impératifs d'entraînement, technico-tactique, des musculations. Il y a des impératifs dans un club. Donc, prendre les gens, les tester, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Les enseignants-chercheurs en STAPS, les chercheurs en STAPS, ils ont pensé, pourquoi pas utiliser les GPS, en fait? On les a. On les a. Grâce au GPS, c'est du déplacement. La dérivée première et la dérivée deuxième du déplacement sont la vitesse et l'accélération. C'est bon. Donc, en effet, si on obtient un nombre suffisant de données de GPS, dans les conditions d'entraînement, par exemple, dans des entraînements à haute vitesse, et dans des conditions de match aussi, on peut construire ce type de profil. Qu'est-ce que c'est ce profil? Estime dans cet axe-là à gauche, il y a ce qu'on appelle une accélération. Donc, estime l'accélération maximale de ce joueur. Et à droite, il s'estime sa vitesse maximale. Si on applique ce type d'estimation plusieurs fois dans la saison, on peut évaluer
si les joueurs sont en train de maintenir un certain niveau d'accélération, c'est en train de perdre s'ils fatiguent, c'est en train de récupérer après blessure. Donc en effet, on a une façon de construire une carte joueur. Et qu'est-ce qui m'intéresse à moi au niveau du comportement collectif, c'est que si je veux savoir comment deux joueurs se coordonnent, j'ai besoin de savoir leur capacité à accélérer à une vitesse donnée. Parce que si on est tous les deux à courir à 4 mètres par seconde, et il y a un ballon qui arrive, on doit courir plus vite, si un des deux joueurs il est capable d'accélérer plus fort de l'autre, ben, ils se coordonnent plus en fait. Ils n'arrivent plus à se coordonner parce qu'un n'arrive pas à rester derrière, donc l'autre, il faut qu'il ralentit. Donc moi, ça m'intéresse à voir l'hétérogénéité des personnes pour pouvoir les intégrer dans des modèles de déplacement, pour pouvoir essayer de comprendre ce serait qui le meilleur profil à côté de ce profil-là, et après le modéliser. Mais ça, c'est très complexe, c'est presque de la fantascience. Or, pour revenir un peu à quelque chose de particulier, alors, l'expérience, je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps. Ah non, oui, il y a encore 10 minutes. L'expérience est liée à la performance. Ça ne suffit pas être techniquement, tactiquement et physiquement le meilleur. Si on n'a pas eu expérience de quelque chose, le temps de réaction par rapport à cet événement est très long. Alors, un exemple, une abeille sort de sa ruche, il rencontre deux fleurs, le fleur bleue, le fleur jaune. Il n'a jamais rencontré ni le bleu ni le jaune. Il teste le bleu, il n'y a pas de nourriture. C'est pas que je n'aime pas le bleu, mais bon, il n'y a pas de nourriture. Il trouve le jaune, ah, il y a de la nourriture, je l'aime bien. Je retourne à la ruche, je donne la nourriture à ma ruche et je ressors pour le chercher. J'arrive, j'ai encore un bleu et un jaune. Une fois, c'est mal passé le bleu, je réessaye. Ou, ah non, regarde, j'ai les jaunes, je ne suis pas très convaincu, je vais quand même vers les jaunes. Mais ça prend du temps. À la 10e fois que l'abeille rencontre le jaune et rencontre du nectar ou du pollen sur les jaunes, elle va direct. Ça veut dire qu'elle n'a plus besoin de réfléchir. La prise de décision, elle vient de l'expérience de quelque chose. Et alors, en France, à l'Université de Bourgogne, mais avant ça a été fait aussi, a commencé à être utilisé aussi en Irlande, et pendant en fait le tournoi Destination d'il y a quelques années, l'utilisation et à Washington aussi a été développée l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'entraînement. Donc pour aider la prise des décisions, la vitesse à laquelle un joueur peut prendre des décisions. Et pourquoi elle est importante? Je reviens au concept laboratoire poisson. Une action, elle n'est jamais la même sur un terrain qu'une autre. Or que dans un laboratoire, on peut standardiser des situations pour retester tout le temps la même chose. Sur le terrain, on ne peut pas. Avec la réalité virtuelle, on peut. Mon intérêt principal, c'est d'utiliser les vitesses, l'accélération et les déplacements, les intégrer. Donc intégrer une vraie action dans un casque virtuel, demander aux joueurs de rejouer la même action, mais encore mieux, alors là, pour apprendre, pour dire, ah, OK, je vois qu'il est à droite, il était à droite, oui, je passerai plus vite cette fois, ou aussi pour se mettre dans la peau de notre joueur. Alors là, on n'est pas dans l'apprentissage, là, on est dans une découverte un peu particulière, ça veut dire, moi, je suis le numéro 9, on a joué une action, ça s'est bien marché. Là, je rentre en réalité virtuelle et je ne suis plus le 9, je suis le 10. Et le 9, c'est moi-même qui bougeait, qui avait la balle dans un certain moment et qui me la passe à un moment donné. Et moi, je deviens le 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai compris qu'est-ce que le 9 voulait faire? Comment je me comporterais si j'étais le numéro 10? Et ça peut aider à rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre et comprendre aussi quelque chose de plus au niveau des interactions. Donc ça aussi, ça commence à se faire. Ce n'est pas inconnu, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ça se fait une partie déjà. Il n'est pas forcément intégré. Donc le futur, c'est assez clair. C'est essayer d'intégrer toutes sortes de... Je vous montre cette petite vidéo qui est faite par Metrica Sport, mais pour vous expliquer comment... Ce qui marche, oui. Essayer d'intégrer les informations du coach avec... des stratégies tactiques à niveau des sous-groupes de joueurs, avec une capacité de profiler chaque joueur, d'intégrer tout ça dans des modèles de déplacement, dans lesquels on évalue les déplacements des joueurs et leur capacité à occuper une zone,
Alors, dans le cas du foot, c'est plus facile, dans le sens, on sait qu'est-ce que c'est une région dominante. C'est une région que, si on, vu ma vitesse et mon accélération dans cette direction-là, si la balle arrive, c'est moi qui la prends. Parce que l'autre, il est tourné. Le temps qu'il se retourne, il n'arrivera pas. Donc, dans le football, c'est plus facile, ce type d'analyse. Autre type d'analyse, ils peuvent être faits au rugby. Intégrer donc la performance individuelle, performance collective et aussi la suivi. Qu'est-ce que je veux dire est que tout ce type d'analyse ne serait pas possible si on n'avait pas ces liens, si on n'avait pas notre étudiant en fait. Les étudiants de Toulouse, en STAPS, c'est les étudiants qui font de canal, des connexions entre un club et l'académie. Donc l'engagement principal comme maître de conférence, ce n'est pas forcément un chercheur. Vous connaissez la différence un peu entre un chercheur et un enseignant-chercheur en France. Un chercheur fait 100% de son temps recherche. Un enseignant-chercheur, il fait 50% recherche, 50% enseignement et administration. Mais une chose qu'il fait vraiment et qu'on ne dit pas assez souvent, c'est l'encadrement. En donnant ce type d'outils, ah là, vous voyez, le GPS du test était bloqué. Ça arrive, c'est un problème de GPS aussi, ça peut bloquer. En donnant certains types d'outils de quantification et en donnant un réseau qu'on a déjà construit à notre étudiant, on peut le permettre en quelque manière d'intégrer la partie quantitative sur le terrain. Vu que notre étudiant, en fait, c'est des spécialistes du rugby, ou des spécialistes du football, ou des spécialistes du basketball, parce qu'en STAPS, on a des spécialités. Donc, c'est des gens du terrain qui, par contre, ont suivi une partie quantitative. Je pense que j'ai fini sur ça. J'espère que ce n'était pas trop complexe. Alors, il y avait un peu des data, un peu des données, un peu de graphiques. Oui, il marche. Bon, alors, ce soir, ils ont envie d'être joueurs à la régie, donc on a un micro ballon. Ah oui. Donc, merci beaucoup, Christiane, pour tous ces éclairages et ces ouvertures. Est-ce que vous avez des questions? Les passes en avant sont autorisées exceptionnellement ce soir. Bon, juste un parallèle, parce que c'est assez rigolo le côté VR pour s'entraîner, parce que finalement, le parallèle, j'y avais pas pensé tout de suite, mais on a quand même la petite blagounette des pilotes d'avion. Pareil, ils peuvent pas s'entraîner plusieurs fois. Le vol, on le refait pas si on a raté. Mais du coup, ils passent beaucoup par la question des simulateurs. Est-ce que c'est une inspiration qui vient de là? Ou est-ce que, comment ils ont pensé à utiliser ce type de dispositif pour pouvoir simuler ce genre de... se mettre à la place du 3 quand on est le 9, ça doit être assez marrant quand même. Alors ça, ils ne le font pas encore. Hein. Ça, c'était une idée. Donc, justement, le vidéo qui va être passé sur YouTube, il va être utilisé par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave. La séance est faite pour ça aussi. Alors, par exemple, fin juin, on va à la Fédération française à Marcoussis de rugby. Il y a une rencontre technologie et rugby. En effet, c'est des questions qui se posent avec les avancements technologiques. On ne l'a pas forcément au début, on ne se rend pas compte, mais on voit tout de suite qu'un avancement technologique il peut apporter, dans certains cas, l'utilisation de cet avancement dans un milieu particulier, mais dans d'autres cas, il peut être réutilisé, la même technologie, pour ça. Moi, dans mon point de vue, je trouve assez rigolo, si on peut dire rigolo, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vu que je suis un fauteur d'interaction. Pour moi, un comportement, les interactions entre les individus, c'est à la base du comportement social et pas que humain. Donc je me dis, si on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, on peut commencer à comprendre qu'est-ce que moi j'avais fait pour interagir ou pas avec lui. Et à niveau sportif, ça peut nous amener je dis pas des avantages, mais au moins de quantification. Et utile. Du coup, on peut récupérer leurs réponses sur ces réponses. Enfin, si on les met en simulation, on récupère leurs réactions. Tout à fait. Parce qu'à ces moments-là, ce développement, ça nous permettra de poser tout un tas de questions. Donc, oui, du coup, on a tous envie d'essayer. Mais on ne le fera pas. Université de Bourgogne. Très bien. Et ils sont en train d'avancer bien sur ça. Est-ce que vous avez des questions? Le résultat. Allez. Merci beaucoup pour la présentation.
Les futurs matchs entre deux équipes qui utilisent ces outils, quels sont selon vous les leviers supplémentaires à aller chercher? Une fois que je suis un entraîneur et que mon équipe est optimisée, qu'est-ce que je fais pour aller gagner le match en plus? Ah oui, ça c'est une très très bonne question. Hein. Très très bonne question. Je fais un exemple et après j'essaie de répondre à la question. Sur Toulouse, c'est très difficile d'apporter tout ça. Toulouse gagne. Donc c'est très complexe. Donc effectivement, on a des équipes qui sont plus ou moins intéressées à certaines approches de performances technologiquement nouveaux, parce que peut-être qu'avec les façons qu'ils utilisent aujourd'hui, les jeux d'aujourd'hui, ben, ils n'arrivent pas à gagner. Toulouse, ce n'est pas le cas. Hein. Après, j'espère qu'on reste sur ça, on ne sait pas encore, mais tendanciellement, ce n'est pas le cas. Mais en général, ce n'est pas vrai non plus, parce que je fais un exemple. Alors, le LAS, c'est un centre de recherche ici sur Toulouse, où il y a des maîtres de conférences en STAPS qui sont rattachés au LAS. Ils ont développé ce qu'on appelle les plateformes de force à niveau de la chaussure. Ils sont en train de développer. Ils le testent, par exemple, dans un projet de recherche avec le Stade Toulousain. Alors, tu dis, la mêlée du Stade Toulousain, c'est une bonne mêlée. Pourquoi on doit évaluer la pression sur les pieds faite par les joueurs en mêlée? Ben, c'est pour, effectivement, tout le temps améliorer. Ça veut dire, si on trouve, par exemple, dans ce cas précis de la chaussure, qu'il y a une partie de la mêlée qui subit un peu plus, où il y a un pied gauche d'un pilier droite qui a besoin d'être renforcé, eh bien, là, on le sera. Donc, on ne connaît pas sur certains aspects. Alors, juste si je reviens derrière à cette petite image, celle-là est utile aujourd'hui. Le profilage, en haut à droite, on l'utilise aujourd'hui. Des modèles comme celui-là, quantitatifs, on peut l'utiliser de suite pour préparer le match de demain. Mais il y a d'autres choses, la réalité virtuelle, les mouvements collectifs, qui sont une recherche des bases, qui peut apporter quelque chose ou pas. Donc on essaie de faire les deux. Mais c'est une très bonne question, donc je n'ai pas répondu en fait. Moi j'ai une question, puisque vous parlez de rugby. Oui. L'année dernière, en finale, Toulouse joue La Rochelle, où il y a 2 ans, et toutes les données scientifiques disent à Mola que Ntamak doit sortir parce qu'il est cramé. Il décide de le laisser sur le terrain. Et sur la dernière action, il marque un essai mythique qui fait gagner le titre à Toulouse. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous nous avez présenté, qui est évidemment une énorme avancée pour le milieu du sport? Qu'est-ce que vous faites de la glorieuse incertitude du sport? Cette donnée, finalement, qui fait aussi la richesse du sport, mais qui ne peut pas marcher si on n'a pas tout ça. Comment vous vous situez, vous qui êtes un spécialiste? Alors, spécialiste par rapport à un entraîneur de rugby ou par rapport à un joueur de rugby, c'est impossible. Je ne le suis pas. Je suis spécialiste sur la data sur le rugby. Et effectivement, la data ne nous raconte absolument pas tout. Et ce n'est pas un livre à lequel croire complètement. La data, c'est une moyenne qui peut être ajoutée à les connaissances et l'expérience des professionnels sur le terrain et aux sensations des professionnels sur le terrain. Qu'est-ce que vous racontez là? Dans cette situation-là, c'est une explosion de motivation humaine qui va au-delà de la data. Une saison, on peut la gagner avec la data. Un match, souvent, ça se gagne avec autre chose. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant dans le long terme, sur la saison, sur plusieurs saisons, sur une quantification continue dans le temps. C'est à aide au préparateur physique et à l'entraîneur. Il ne nous fait pas gagner comme ça. Ouais. J'ai essayé de faire un lancer contrôle. Parfait. Oui, du coup, une question un peu dans le même sens, c'est comment les joueurs ils réagissent par rapport à toutes ces études que vous faites. Et puis, ça me fait penser aussi quand même les risques de la quantification, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle de discussions ici avec des médecins qui parlaient d'intelligence artificielle dans leur métier et qui disaient les jeunes médecins, des fois, ils ont tendance plus à croire ce que dit la machine que leur propre diagnostic.
Et du coup, bon, ça peut être problématique parce que des fois, leur propre diagnostic, il est plus sérieux que celui de la machine. Et du coup, là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que, bon, vous nous donnez plein de chiffres, tout ça, donc on a l'impression que c'est hyper scientifique, ça l'est d'ailleurs, que c'est hyper sérieux. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils en font de ça, les joueurs? Parce que c'est vrai aussi, comme ça a été dit, quoi, le sport, c'est pas juste un calcul froid. Alors, Thomas Béchard, c'est mon doctorant qui travaille à Colomiers, effectivement, il avait développé, lui, je ne l'ai pas présenté, un nouveau index des performances pour son équipe basé sur la contribution de chaque joueur pendant un match. Un index très important, il fonctionne bien, il corrèle très bien avec les performances des joueurs et de l'équipe. Ils ont une idée initiale de le mettre dans le vestiaire. Okay, aujourd'hui, on vous montre comment c'était hier, les jours avant. Alors ça peut créer des énormes problèmes. Les joueurs, une fois qu'on a... Alors, les gens, ils se regardaient surtout qu'est-ce qu'il faisait l'autre. Donc ça peut avoir ce type de problème. Mais une fois que ça a été enlevé, les joueurs, ils étaient demandeurs. Donc, en effet, ce type d'instrument, comme tout instrument, on doit avoir derrière pas que l'instrument, mais aussi une politique de présentation de l'instrument. Pour pouvoir, parce qu'on peut intervenir avec les gens et pouvoir en discuter et pour les faire comprendre l'utilité. Et ça rejoint à la question, celle-là, qu'est-ce qu'on fait de ces diagnostics statistiques quand en effet peut-être un diagnostic personnel, une motivation, un exploit d'intelligence incroyable des jeux dans un moment, ça peut nous changer les jeux. Et encore une fois, et je reviens à la dernière slide, notre but principal, c'est celui-là. C'est s'engager à construire des experts sur le terrain et donner à cet expert, qui ont tout un panel de connaissances terrain, des outils de plus pour réussir. Et pas d'arriver de l'extérieur et dire, tiens, on va gagner avec ça. Donc c'est un travail très long, mais clairement, c'est une très, très bonne question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ou vous voulez tous aller voir du rugby? Eh bien, merde. Ah, non, allez. Non, parce que on ne parle pas trop du côté psychologique. Est-ce que vous pensez pouvoir prévoir un jour si un joueur va faire le sprint de sa vie dans ce match à enjeu? La psychologie et à moi m'intéresse aussi la psychosociologie, parce que je suis intéressé aux interactions, elle est fondamentale. Or, à Toulouse, on a la chance, il y a des anciens chercheurs en sociologie, un peu moins en psychologie, il y en a à Rennes, qui seraient intéressés à rejoindre un consortium interdisciplinaire pour prendre en compte la psychologie, la motivation. Alors, vous savez probablement qu'avant un match, avant un entraînement, tous les jours, les joueurs ils doivent remplir des questionnaires. Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce qu'ils ont bien mangé? C'est le son parce qu'ils sont nourris. Mais est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce qu'ils se sentent motivés, fatigués? Si les joueuses sont femmes ou hommes, on demande d'autres questions. Donc on va remplir des fiches psychologiques, motivationnelles. Et oui, il faut absolument le prendre en compte. Donc justement, on n'est pas que des poissons. Donc oui, il faut prendre en compte. Et il y a aussi cette partie... Est-ce qu'on s'aime bien? Est-ce qu'hier soir, on était bien ensemble? Est-ce qu'hier soir, on a eu des soucis? Et aujourd'hui, ça s'est réparti sur le terrain. Donc, c'est très complexe. Oui. La performance, nous, on amène cette partie-là, mais il y a tout un tas de gens qui travaillent aussi sur la partie psychologique. Donc, un peu de science, un peu de data, beaucoup de cœur, et puis un peu de psycho. Ouais. Merci beaucoup, Christiane Pascaretta. Merci.